m'appelle Patrick, plus communément surnommé Patou, et je suis un des nombreux collectionneurs, pas compulsifs, mais de voitures de collection. Je fais partie effectivement de cette tribu de collectionneurs passionnés. Mes parents, quand j'avais l'âge de 5 ans, ont acheté leur première voiture. Et la première voiture était une 4 chevaux. Donc déjà, il y avait une approche avec Renault. Et donc je me souviens très bien de cette voiture, elle était grise, je me souviens une partie du numéro d'immatriculation, hein, qui était dans le Nord. Elle était 55-56, bien reconnaissable avec les fameuses roues à bâton pour les spécialistes, le cadran à oreille et d'autres subtilités, sachant que cette voiture a été conçue en 43, sortie en 47 jusqu'en 61. Donc c'était notre première voiture dans les années 55, ce qui n'était pas très courant non plus d'avoir des voitures de ce type. Mes parents de la 4 chevaux sont passés à la Dauphine, de la Dauphine ils sont passés à la Renault 5 et ils ont évolué, et puis moi j'ai évolué ici et ma première voiture a été une 4 chevaux aussi, c'était celle de ma mère d'ailleurs à l'époque, et dès que j'ai pu j'ai acheté une autre voiture, je suis passé à la Dauphine, je suis passé assez jeune à la R8 Gordini qui est déjà quelque chose d'assez extraordinaire, et c'est sûrement un des plus gros regrets, c'est de l'avoir lâché pour des différentes raisons. Et puis j'ai continué la série DR avec la 4L, la R5, la R16, voilà, bon, j'étais Renault. L'aventure Renault commence comme dans beaucoup d'autres marques, hein, fin des années 1800, et Renault, principalement Louis Renault, qui est un des 3 frères de la famille Renault, à 20 ans, commence à bidouiller, on pourrait dire c'est le mot plus à la mode, bidouiller dans l'atelier parental pour construire des moteurs. Et il se met en tête de déposer un brevet pour construire une voiture avec un moteur à vapeur. Il achète une demi en bouton qu'il adapte et il commence à mettre dessus une boîte de vitesse. Parce que ce qu'il y avait dedans ne convenait pas. Et il dépose un brevet pour la boîte de vitesse dite à prise directe. Et avec cela, il fait le pari de monter la fameuse rue Le Pic de Paris, qui est une rue très pentue pour les Parisiens et qui mène à Montmartre. Et il gagne son pari. Et là, il acquit une notoriété et il se lance. Et quelques années plus tard, même assez rapidement, il monte la société avec ses 3 frères. Et très rapidement, il va sortir une voiture qui s'appelle la A, qui coûtait 3 500 francs d'époque. En gros, aujourd'hui, 11 500 €. Et il commence à vendre de l'automobile. Et il comprend très très vite que l'avenir de la voiture est là, puisque les gens cherchent de la mobilité. Le premier conflit de la guerre mondiale survient. Et Renault, comme d'autres industries, se met au service de l'économie de guerre, hein, et il commence à adapter des véhicules de l'armée en les blindant, et il crée son fameux tank, une première autochenille blindée, qui est toujours exposée, enfin elle était exposée avant chez Renault au siège à Billancourt, et il crée cette fameuse machine auto-blindée qu'on appellera tank par les Anglais. Il y a un événement historique qui est très connu aujourd'hui, c'est la fameuse bataille de la Marne avec les taxis. Les taxis de la Marne, en fait, c'était des taxis de Parisiens, étaient des Renault. Et c'est le premier cas de transport de troupes rapide fait en utilisant des voitures. Là aussi, il a gagné en notoriété. Et pour reconnaissance de son effort à la nation, le maréchal Pétain l'a décoré de la Légion d'honneur. On peut dire que ça, c'est l'apogée de Louis Renault et de la maison Renault. La deuxième partie de la vie de Renault a été un peu plus chaotique, avec le second conflit 39-45, où Louis, donc, puisqu'il était aux commandes de la régie, enfin de cette société, a contribué, peut-être par reconnaissance, ou je ne connais pas in fine ses convictions, a préféré suivre son mentor, à savoir le maréchal Pétain. Et il a entrepris une certaine, on peut parler de collaboration pendant cette période 39-45, notamment avec les usines qui ont produit pour l'occupant. Et ça lui a valu, à la fin de la guerre, d'être arrêté, emprisonné, et il est mort quelques mois après. Donc là, Renault a pris un tournant, puisque Renault, avant-guerre, était un constructeur automobile de prestige, avec des véhicules de haut de gamme, les Monasix, les Nonasport, Vivastella, etc., qu'on pourrait comparer aujourd'hui à des marques britanniques. Le fait d'avoir fait un mauvais choix, dirons-nous, à la fin de la guerre, fait que le gouvernement met la main sur Renault
le nationalise et Renault devient l'armure Régie nationale des usines Renault. Où là, l'État, qui est actionnaire majoritaire et qui nomme un PDG, on va dire plutôt un chargé d'affaires, qui est Pierre Le Faucheux, dit il faut faire du populaire et bascule dans la popularité. Citroën l'avait déjà fait avec sa 2 chevaux et là, il commence à se mettre en place avec des nouveaux modèles plus accessibles au public, à savoir la 4 chevaux, dont sa conception remonte à 43 et qui est sortie en 47. Mais Renault, dès 47, 49, avait déjà encore des innovations. Il a été le précurseur de la crémaillère, il a inventé le démarrage automatique des voitures, à savoir le démarreur, alors qu'avant les voitures se démarraient à la manivelle, etc. etc. Et il a poussé avec des choses plus anecdotiques, la condamnation centralisée des portes, les 4 freins à disque sur une voiture de série. Voilà, bon. Il a toujours été, il a déposé des milliers de brevets, où ses ingénieurs l'ont fait pour lui, et c'était dans l'ADN de la marque. Et toute la série des Renault, on ne va pas toutes les faire, mais 4 chevaux, Dauphine, et puis on attaque la série des R4, R5, R6, R7 espagnols jusqu'à la R30, toute la série des R a donné naissance à des tas de voitures qui aussi aujourd'hui font partie du patrimoine. Alors, nouveau terrain de jeu, là nous sommes complètement dans le désert, on va bien tous de se planter les premiers, dans les premières dunes de sable. Ça saute un peu. À bientôt si je m'en sors. Là, il y a la 4L qu'on voit aujourd'hui, surnommée la baroudeuse. Ça aussi, ça correspond à une volonté. D'abord, j'ai eu une 4L quand j'étais dans les années 70, professionnellement, j'en ai eu personnellement. Enfin, c'était aussi une voiture utilitaire. En Afrique, c'était une voiture qui passait partout, par exemple. Il y a une expression que j'aime bien, qui n'est pas de moi, mais qui revient souvent. En fait, rouler en ancienne, c'est rouler en décalage. Et aujourd'hui, je dis toujours, de façon un peu provocante, moi, je ne suis pas assez riche pour avoir une voiture neuve. Donc, je rigole parce que les gens me regardent et je dis, ouais, je préfère avoir 2 anciennes qu'une neuve. Et ça, c'est quelque chose. Alors, les bichonnets, moi je ne suis pas angoissé, on fait le contrôle. Bon, ça peut arriver, on a la caisse à outils, quelques pièces, mais à chaque fois que je suis tombé en panne, dans l'heure qui suivait, je repartais. Quand on est en sortie, en Maroc, 7700 km, tous les jours on a eu des ennuis, mais tous les jours on est reparti avec la voiture. J'étais pas le seul d'ailleurs. Donc, c'est un état d'esprit, le décalage me plaît bien, moi ça me gêne pas d'être en décalage. Tout le monde me dit, oui, mais il faut être mécanicien. Tout le monde, bon, alors il ne faut pas avoir fait de la mécanique, ça peut aider en tant que professionnel, mais beaucoup de personnes, quel que soit le sexe d'ailleurs, hein, se mettent dans la mécanique, soit par la force des choses, mais également par le prolongement de la passion d'avoir cette voiture. Bien sûr, il faut se documenter. Il y a pléthore de documentation, des revues techniques, des forums, des clubs, des échanges dans les bourses de pièces. Donc, tout ça, ça fait partie de l'ensemble. Le partage également fait partie intégrante. Avec un point important dans les clubs, je vois par exemple le club 4L du Périgord, c'est intergénérationnel et intersociétal. On ne parle jamais de boulot, on ne sait pas qui fait quoi, on est là pour la même passion. C'est de se balader avec une bagnole qui nous fait plaisir. Ne pas se presser, ne pas sauter sur la première voiture, ne pas se laisser séduire par la couleur de la robe de la dame. Moi, je ne regarde jamais une voiture par dessus, je regarde toujours une voiture par le dessous. C'est l'état des châssis, de manière à ce que le rêve ne devienne pas, disons, un cauchemar. Il y a trop de personnes qui sont retrouvées, à tort ou à raison, possesseurs d'une voiture, qui a fait que cette voiture est devenue un cauchemar, qui ont passé du temps, de l'argent, et là on brise le rêve et ça dégoûte. Ne pas hésiter à demander, encore une fois, l'historique des voitures, les transparences. On permet d'avoir certaines informations aujourd'hui avec les sites comme la NTS sur l'historique de la voiture. Bon, et aussi se faire accompagner. Moi, je ne suis pas un expert automobile, mais comme j'ai une bonne connaissance de ces voitures-là, ça m'arrive d'aller voir des voitures pour le compte de quelqu'un de façon complètement altruiste et dire oui, achetez ou n'achetez pas, ou achetez à tel prix parce que vous allez faire cela comme travaux. Ma compagne qui a eu l'idée, c'est pas moi qui ai eu l'idée, j'ai une baroudeuse, j'ai ma Florie qui s'appelle Espérance, que j'ai attendu longtemps, et j'ai ma Caravelle qui s'appelle Isabella. Pourquoi? La Caravelle, Christophe Colomb, Isabelle. Donc c'est un peu ces petits clins d'œil. Et j'en ai parlé à des amis l'autre jour, ils me disent, mais c'est pas bête ton truc, donc ils se mettent tous à baptiser leur voiture. Le petit nounours, c'est un petit clin d'œil de ma compagne, voilà, qui est son petit gris, son petit doudou. Voilà, on a des petites... c'est pas la superstition, mais c'est bien, encore une fois, ça permet un peu de démarquer un peu la voiture. La Caravelle,
je trouve cette Caravelle, c'est une version américaine. Et comme c'est pas courant des versions américaines, j'ai cherché à savoir son histoire. Je me rends au salon d'auto à Paris et je tombe sur une grande affiche 4x3 avec ma voiture. Et ma voiture, qui était affichée sur un stand d'un magazine. Et je vais voir le commercial, je dis c'est quoi cette voiture? Il me dit bah, c'est une Caravelle, j'ai ça j'ai conclu. Mais je dis c'est ma voiture. Ah bon, vous avez la même? Non, c'est ma voiture. Et j'ai le magazine avec moi. Et je lui dis, mais attendez, elle vient d'où cette photo? Et il me dit, ben voilà, c'est monsieur machin qui l'avait. Et là, je tombe sur un monsieur absolument fabuleux qui s'appelle Claude Lemaître, qui est un des papas du service historique du groupe Renault, qui a écrit de nombreux ouvrages. Et j'apprends qu'il était propriétaire de cette voiture. Lui ne savait pas que je l'étais, puisqu'il y avait d'autres cascades de vente. Et j'ai retrouvé ce monsieur en Bretagne, lors d'une sortie, en surprise, et c'était émouvant. Il pleurait, parce qu'il voyait sa voiture, il ne pensait plus qu'elle existait. Et il m'a sorti toute la genèse de cette voiture. Donc je sais quand elle était fabriquée, quand elle est sortie, quand elle est partie sur le bateau, combien de temps elle est restée aux US, parce qu'elle est repartie neuve, elle est revenue neuve, par qui elle a été vendue, etc. Donc là, j'ai tout le pédigré de cette voiture. Et ça, dans une voiture ancienne, ce qui existe, et ce qui est important, c'est la voiture, et c'est son histoire. Ça vaut au moins autant que le reste.